Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la semaine Éco. Ce soir, nous parlerons de l'apport de la numérisation pour l'émergence d'une économie nouvelle et diversifiée. L'Algérie accuse un grand retard en matière de dématérialisation des services publics, administratifs et même marchands. Et pourtant, le numérique serait la réponse aux nombreux dysfonctionnements bureaucratiques et qui ralentissent le développement économique. L'amélioration du climat des affaires dépend également de la généralisation de la numérisation. En soi, le numérique pourrait incarner la solution miracle à la réussite du système ou de la réforme du système bancaire et financier. Pour développer tous ces aspects de notre thématique du jour, avec nous 4 invités. Tout d'abord à partir de Marseille, avec nous en direct de France, Nazim Sini est avec nous par Skype. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Voilà, vous êtes professeur en économie à l'Université de Marseille. Vous êtes également à la tête du GAN, groupement algérien des acteurs du numérique. Notre deuxième invité est sur ce plateau, Rachid Amiri. Alors, vous êtes spécialiste du numérique, vous dirigez un cabinet de conseil pour les entreprises. Exactement. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Voilà, et puis Walid Rami, fondateur de Legal Doctrine, une start-up devenue aujourd'hui une entreprise florissante dans le domaine de l'assistance juridique en ligne. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et puis Yanil Belbachir, vous êtes à la tête d'un cabinet de conseil juridique pour les entreprises Fares Legal. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons commencer avec vous. Tout d'abord, Nazim Sini, je rappelle que vous êtes membre fondateur du groupement algérien des acteurs du numérique. Vous êtes également consultant en économie. La question du numérique vous tient à cœur. La dématérialisation des services publics, financiers, incarne d'importantes opportunités. Et vous travaillez à partir de là où vous êtes pour essayer de convaincre des investisseurs dans le domaine du numérique de venir en Algérie. Est-ce que cette approche, vous trouvez qu'elle est réaliste? Parce que nous avons un grand retard en Algérie en matière du numérique. Alors, tout à fait. Je voulais juste, si vous me permettez, apporter une petite précision. Je ne suis pas membre fondateur du GAN, mais plutôt président de la commission Diaspora. Donc, je suis membre du GAN, effectivement, mais pas le membre fondateur, c'est important de le rappeler. Mais pour rebondir sur votre question, effectivement, une des approches que nous avons choisies pour convaincre des investisseurs, notamment étrangers, c'est de leur parler du potentiel numérique qui existe en Algérie. Et il faut savoir que dans notre pays, nous avons 2 atouts majeurs que sont le coût de la main-d'œuvre, mais aussi sa qualité, puisque nous formons chaque année des centaines de milliers d'étudiants, notamment dans le domaine du développement, de l'informatique, etc. Et puis nous avons aussi un autre atout majeur, qui est celui de coût de l'énergie, qui est un des moins chers d'Afrique. Et si vous me permettez juste de souligner, il faut savoir que le PIB mondial, aujourd'hui, le numérique tire 20% du PIB mondial et il va représenter 25% de la croissance mondiale d'ici 2025. C'est pour dire que c'est un secteur d'activité qui est extrêmement important et nous assistons aujourd'hui à une 3e, plutôt même une 4e révolution industrielle qui va secouer l'ensemble de l'économie du monde. Et il faut absolument que l'Algérie puisse prendre ce virage du numérique, si elle veut diversifier ses ressources, mais aussi occuper un espace important dans la Méditerranée. En fait, en gros, vous dites que l'Algérie a des avantages comparatifs qu'elle pourrait faire jouer justement pour attirer des investissements malgré un peu la concurrence, notamment des pays voisins, en matière de numérique et d'attrait des investisseurs dans le domaine du numérique et des services dans le numérique. Exactement. Si vous voulez, ce qu'il faudrait améliorer dans notre pays, c'est des choses très simples. Le diagnostic, je pense qu'il a été posé depuis déjà quelques années. Il faut qu'on ait un cadre réglementaire qui puisse inciter les investisseurs à venir dans notre pays, mais aussi permettre l'émergence d'acteurs locaux. Nous, c'est notre souhait, c'est de voir des ETI. On manque cruellement d'ETI qui sont des entreprises de taille intermédiaire. On manque cruellement aussi d'entreprises exportatrices de services. Et on manque aussi cruellement d'entreprises qui représentent des licornes, c'est-à-dire des entreprises, des start-up qui vont atteindre une taille critique et qui vont être valorisées plusieurs milliards de dollars. Et nous, c'est notre souhait, sauf que ces choses-là ne se décrètent pas du jour au lendemain. Il faut créer un environnement qui leur soit propice. Donc, comme j'ai dit, d'abord un cadre réglementaire, aussi après des infrastructures de qualité, je pense notamment à des infrastructures télécom avec un débit Internet qui soit suffisamment on va dire, suffisamment intéressant et de bon débit, parce qu'il faut savoir que pour les entreprises du numérique, leur matière première, comme pour l'industrie, c'est le pétrole, pour les entreprises du numérique, c'est Internet.
Très bien. Merci Nazim Sini. Nous reviendrons vers vous. Restez avec nous. Rachid Amiri, je rappelle que vous êtes spécialiste du numérique. Alors vous dirigez un cabinet de conseil pour les investisseurs et vous connaissez bien l'impact du retard du numérique en Algérie sur le climat des affaires. Alors qu'est-ce que le pays perd justement à cause de ce retard? Eh ben, à part la perte du temps que nous avons déjà perdu, et à part aussi l'aspect économique et financier que l'Algérie est en train de perdre, moi personnellement, je vois que la perte qu'on est en train de voir, c'est une perte de données, avant de parler une perte financière. Actuellement, les entreprises, on dit une entreprise forte financièrement. Avant, on parlait d'une entreprise solide financièrement, on parlait de la monnaie. Et là maintenant, on parle d'une entreprise solide dans les data. Technologiquement, c'est les entreprises qui ont des données fiables, qu'on pourra utiliser et exploiter. Donc c'est important, c'est un peu d'accélérer cette numérisation pour avoir un meilleur accès à l'information, une meilleure circulation et gérer bien de le contenu. C'est une gestion de contenu. Nous, on parle bien sur la gestion de contenu, d'accord? Et bien entendu, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu sur l'aspect légal aussi. Là maintenant, c'est une carte blanche. Et ben, on parle des startups et là maintenant, on doit définir c'est quoi une startup. D'accord? Est-ce que c'est spécialement dans le domaine informatique ou bien on parle de l'innovation? Et bien du coup, dans ce cas-là... Je pense qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens par le ministère en charge des startups. Il y a un travail qui a été fait... On a lancé le label national des startups. Exactement, des startups, mais on parle d'innovation. Mais il n'y a pas tous les secteurs quand on parle d'innovation. On parle par exemple dans le domaine médical, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine informatique, dans le domaine de la robotique aussi. Et actuellement, on met le focus directement sur tout ce qui est aspect logiciel, tout ce qui est logiciel, etc. Mais Internet, c'est vrai. Parce que le retard est important également. Très important, quoi. Très important. Il est flagrant. Et déjà, nous avons remarqué déjà le retard technologique dans la période de Covid. Effectivement. Exactement. Alors Walid Ralmi, vous êtes fondateur de Legal Doctrine, vous êtes aussi un exemple de ce qui marche en matière de numérisation des services. Votre entreprise est spécialisée dans les services juridiques en ligne. Alors si vous nous racontiez un peu votre propre expérience, cette initiative privée, la vôtre, en fait, est-ce que vous vous êtes heurté à des difficultés du genre la résistance par exemple du marché et la résistance aussi de l'administration? Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Effectivement, je suis directeur général et fondateur de la start-up Legal Doctrine, une start-up spécialisée dans la recherche et veille juridique. Cette start-up est née d'un constat très simple, la difficulté d'accès à l'information. Juridique, effectivement. Donc en fait, c'était en travaillant dans d'autres cabinets de conseil il y a quelques années que j'ai vite compris qu'il était très difficile d'accéder à une information juridique, donc de type de genre législatif, réglementaire ou texte jurisprudentiel. Les gens mettaient beaucoup de temps à trouver un texte pour bien évidemment après le comprendre. Donc c'était un peu l'objectif. Et notre objectif premier, c'était bien évidemment déjà de récolter tous ces textes et de les collecter, puis les numériser et les rendre accessibles via un moteur de recherche en ligne, permettant aujourd'hui à des milliers d'utilisateurs d'accéder rapidement et en un seul clic au texte lié. C'est-à-dire, vous avez vu en un problème une opportunité et sur le terrain, vous êtes une entreprise aujourd'hui qui est florissante, vous avez combien d'employés? Aujourd'hui, on dépasse la barre des 100 collaborateurs, ce qui nous permet quand même, en vue de la masse, surtout quand on travaille sur un grand projet d'accès au droit en Afrique, puisque après avoir numérisé le droit algérien, aujourd'hui on lance dans quelques semaines une plateforme qui regroupera plus de 25 pays en Afrique. Donc ce sera une manière un peu d'exporter les services. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, on exploite notre technologie, notre savoir-faire dans plusieurs pays en Afrique, afin de rendre l'information juridique accessible. Vous avez déjà un retour de pays qui sont intéressés, d'opérateurs qui se trouvent dans des pays africains, qui sont intéressés par vos services? Énormément de retours. Déjà, on a des clients qui ne sont pas en Algérie. Beaucoup d'investisseurs veulent accéder à l'information juridique en Algérie. Donc
Donc d'où bien évidemment sa traduction en anglais, puisque dans notre plateforme vous allez trouver que le droit qui est publié en Algérie, donc en 2 langues, en français et en arabe, et bien évidemment une version en anglais. Pourquoi? Pour faciliter son accès directement. Mais oui, la demande y est. L'Algérie attise beaucoup de convoitises. Malgré la période difficile que nous vivons, beaucoup trouvent quand même que l'Algérie est un pays où on peut quand même encore investir, et dans plusieurs secteurs. Mais pour investir, il faut connaître bien évidemment le cadre juridique. Très bien. Alors, on vient de voir là Walid Drahmi, qui est un opérateur qui a réussi à répondre à un besoin d'accès à la législation. Yanil Belbachir, vous êtes avocat d'affaires à la tête d'une entreprise de conseil juridique. On a un exemple de réussite là avec nous, en l'occurrence Walid Drahmi. Alors, j'imagine que le potentiel est encore important au-delà des services juridiques. Il reste encore, la marge est énorme. On peut encore créer peut-être des milliers d'entreprises, des dizaines de milliers d'emplois à travers la numérisation. Effectivement, je pense que le potentiel en Algérie, création d'entreprises, est énorme, non seulement en ce qui concerne l'attraction des IDE, les investissements directs étrangers, surtout dans ce climat effectivement de crise où une des priorités effectivement c'est d'attirer des capitaux, mais aussi un savoir-faire étranger pour je dirais, développer notre industrie locale. Il y a effectivement des mesures qui ont été prises récemment par le gouvernement, par ACOU, bien entendu, effectivement, concernant les startups, la labellisation. Il y a beaucoup de jeunes en Algérie, porteurs de projets, et la numérisation, effectivement, est une opportunité pour eux. Je pense que de manière générale, les jeunes en Algérie seront porteurs, que ce soit dans l'administration, par la formation, effectivement ce sont des métiers qui doivent être développés, mais aussi en tant qu'entrepreneur, il y a des statuts qui doivent être mis en place, essayer aussi d'apporter un cadre juridique clair, non seulement pour les investisseurs locaux, mais aussi étrangers, stable. Les investisseurs sont très sensibles à la stabilité. Et je pense qu'à partir de là, l'Algérie a beaucoup de cartes à jouer, malgré les difficultés qui existent. Mais je dirais qu'on doit avoir une vision sur moyen long terme, se donner le moyen et se renforcer grâce à des outils juridiques qui nous permettront d'aller au-delà de nos ambitions. Très bien. Alors, Nazim Sini, normalement, vous êtes toujours avec nous ? Oui. Effectivement. Alors, est-ce que c'est au pouvoir public d'accélérer la numérisation des procédures administratives où il faudra compter aussi sur la participation du secteur privé ou est-ce un travail des deux ? Non, moi je pense que c'est un travail de deux, c'est-à-dire que l'État amorce sa transformation digitale pour permettre d'avoir une efficience dans ses services. Et aussi, je pense qu'il doit absolument entamer sa mue digitale, c'est-à-dire proposer un maximum de services aux citoyens qui peuvent se faire via des outils numériques. Mais comme je l'ai dit aussi, l'État doit investir dans des infrastructures, notamment des infrastructures télécom, dans le haut débit, dans la fibre. Mais aussi, je pense que c'est au secteur privé d'impulser aussi cette vague de numérisation. Et vous savez, je listais tout à l'heure le nombre de secteurs qui peut être touché par le digital et qui peut être touché par le numérique. J'avais noté l'agriculture, la santé, les services à la personne, dans le domaine de la mobilité. Et il faut savoir que dans notre pays, il y a un marché qui est extraordinaire. Donc je pense qu'il y a un terreau qui existe pour les entreprises et les startups locales, mais aussi pour les investisseurs étrangers. Mais pour répondre plus précisément à votre question, moi je pense que c'est un travail des deux. L'État doit permettre de se digitaliser à travers ses différents services, rendre l'administration publique plus efficiente et plus accessible aux citoyens, mais c'est aussi au secteur privé de saisir les opportunités dans le domaine digital. Nazim Sini, vous avez organisé récemment une rencontre pour justement présenter le potentiel en matière d'investissement dans le numérique en Algérie. Alors, quel est votre ressentiment par rapport aux personnes qui ont participé en tout cas à cette rencontre? Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour l'Algérie comme étant une destination d'investissement dans le numérique et surtout dans la sous-traitance, notamment pour tout ce qui est call center par exemple? Tout à fait. Non, si vous voulez, lors de cette rencontre qui a regroupé près d'une centaine de participants, on a senti, si vous voulez, un vrai intérêt des investisseurs étrangers, notamment français. Et si vous voulez, ils considèrent l'Algérie comme une véritable destination des IDE dans le bassin méditerranéen, parce que c'est le pays qui a le plus fort potentiel.
Mais il y a aussi des craintes vis-à-vis de notre bureaucratie, de l'accès au financement. Et ces petits verrous, si vous voulez, nous sommes en train de travailler dessus pour pouvoir, si vous voulez, éviter ces écueils. Mais aussi, on a pu le constater à travers la dernière loi de finances 2021, qu'il y a énormément de mesures qui vont dans le sens de l'amélioration du climat des affaires. Et c'est un préalable pour pouvoir attirer les idées. Mais pour vous dire que l'Algérie, dans l'ensemble de la zone MENA, donc qui est le Moyen-Orient et Afrique du Nord, c'est le pays qui a le plus gros potentiel. Et on est même perçu comme un géant en Afrique du Nord, mais un géant avec un potentiel encore pas totalement exploité. Merci Nazim Sini, vous restez avec nous. Alors, ce qui est certain, le gouvernement, à travers sa feuille de route, tracée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, apporte de grands changements. Déjà, ça a commencé dans le domaine de la dématérialisation des procédures. Il y a même un ministère dédié au numérique, un autre dédié aux startups. Rachid Ameli, est-ce que vous les voyez, ces résultats sur le terrain de cette politique qui commence à peine? Ces résultats, déjà, on ne peut pas voir les résultats rapidement. Mais on voit déjà qu'il y a une résistance déjà au niveau des institutions. D'accord, c'est vrai, c'est qu'il y a un travail de fond qui a été fait par l'État. L'État, normalement, devait alléger certaines procédures. D'accord, c'est vrai, c'est un travail en collaboration entre des experts locaux et des experts étrangers. D'accord, le potentiel, il y est, certes. Par contre, au jour d'aujourd'hui, il y a toujours une résistance au niveau des institutions. Sachant, si on cherche une information de loi, par exemple, une personne qui veut créer une entreprise aujourd'hui, eh ben, je vous jure qu'elle va faire le parcours du combattant pour qu'elle soit opérationnelle. Justement, cette résistance a été même dénoncée par le Premier ministre récemment, qui a affirmé qu'il n'y aura pas de retour en arrière, c'est-à-dire l'administration doit se mettre à niveau. Certes, ça c'est un discours qu'on voit, mais le terrain est tout à fait le contraire, quoi. Mais c'est tout à fait le contraire. Quand on part, par exemple, dans une institution, en leur disant, par exemple, qu'il y a le ministre, il y a le président qui dit, par exemple, dans la télé, voilà, il faut faire ça, 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 et eux ils disent, nous on ne croit pas à la télé, donc on n'a pas reçu des textes de loi. Eh bien, on sait très très bien que déjà, pour mettre en place un système existant, ça prend un peu de temps parce que l'être humain déjà... Il faut un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation. Après, il y a la résistance naturelle face au changement aussi. Exactement, mais là on part dans un cadre logique, ça veut dire même si j'accepte à faire la chose, des fois je résiste. Mais on est dans j'adhère quoi. Mais le problème c'est que les gens ne veulent pas adhérer déjà. Déjà il y a ce refus, d'accord. Moi j'ai assisté récemment au débat qui a été fait pour tout ce qui est exportation, inciter les investisseurs étrangers pour venir en Algérie investir. Moi franchement c'est que je suis en train de voir qu'on est en train de faire les mêmes erreurs avec les mêmes personnes et la même politique. En fait il faudrait qu'on voit des écosystèmes tels que les pays émergents, africains, qui ont réussi, d'accord, en se basant sur leurs compétences locales. C'est vrai, on a besoin d'une expertise internationale sur des technologies de pointe. Par contre, il faudrait qu'on exporte les services. Le potentiel il y est en Algérie. Nous avons certains Algériens qui font de l'exportation de services et ils rencontrent des problèmes lors de leur paiement. Eh ben, je vous encourage. Moi, généralement, je faisais des entreprises, je faisais des services offshore et ça fait maintenant plus de 15 ans que je fais de l'offshore. Eh ben, je vous assure que pour déjà avoir encaissé l'argent, eh ben, c'est un travail à faire. La réglementation d'échange pose problème. Pose problème. Déjà, nous avons des difficultés pour être payés, de 1, et de 2, pour payer nos fournisseurs. Très bien. Peut-être que Walid Ralmi a un autre avis un peu. Est-ce que vous ressentez qu'il y a, à travers l'engouement des jeunes pour l'entrepreneuriat dans le domaine des startups, vous-même, vous avez plutôt bien avancé à travers votre entreprise. Est-ce que vous ressentez qu'à travers la démarche du gouvernement, il y a eu des changements sur le terrain ? Alors, c'est vrai que quand on suit les discours, après bien évidemment, il y a eu une période qui s'appelle la pandémie, que personne n'attendait. On comprend rapidement qu'il y ait pu y avoir des retards. Il y a eu aussi de bonnes choses qui ont été faites, bon, déjà pour les startups, puisqu'il y a eu déjà des textes qui sont parus, donc c'était déjà assez bien. Puis en suivi le site plus la plateforme pour accéder à un label. Donc aujourd'hui c'est déjà bien de pouvoir postuler un label en ligne. Bien évidemment, je pense que les attentes sont énormes. Donc oui, il faudra encore plus redoubler d'efforts durant les semaines, mois à venir, puisque aujourd'hui l'Algérie a besoin de réactivité, tant du côté institutionnel que dans le côté privé.
C'est-à-dire qu'il y a eu un départ, après tout a été ralenti un peu par la crise sanitaire, comme partout dans le monde. Effectivement. Voilà, donc, Monsieur Yanil, je voudrais savoir, on voit là un entrepreneur qui a réussi, malgré les difficultés, à s'installer, à devenir un acteur important dans le conseil juridique. D'autres entrepreneurs ont réussi également dans différents domaines, à travers le lancement de projets, à travers le numérique. Ce qu'on a envie de savoir, est-ce que c'est un phénomène de mode ou c'est une tendance qui va s'inscrire dans la durée ? Je pense que c'est structurel plus que conjoncturel dans la mesure où nous sommes à l'ère du numérique et aujourd'hui nous avons l'obligation de nous digitaliser, que ce soit les opérateurs économiques mais aussi l'administration, les pouvoirs publics. Donc il y a eu un plan quinquennal 2010-2014, effectivement, déjà une action du gouvernement à l'époque qui avait mis un budget assez conséquent pour moderniser l'administration, pour un renforcement effectivement de l'état de droit, de la transparence des actes administratifs. C'est important là aussi justement pour le climat des affaires. On a vu aussi avec la récente réforme de la Constitution, l'article 26 qui a été amendé pour renforcer la neutralité, l'impartialité de l'administration. Donc c'est là où doit s'inscrire, je pense, cet effort de numérisation. Il doit y avoir de la formation, il y a pas mal de choses à mettre en œuvre, des lacunes aussi, pour être tout à fait franc avec vous, dans le dispositif juridique, mais dire que nous n'avons pas d'ancrage juridique, ce serait injuste. Il y a des lois, la loi sur le e-commerce qui a été prise par exemple en 2018 et qui est en train de générer effectivement pas mal d'emplois, de transactions. Il y a la loi effectivement sur la protection des données personnelles, parce que le nerf de la guerre au final c'est dans une économie numérique la gestion de la donnée, de la data, dans sa conservation, dans sa transmission, mais aussi elle concerne le e-consommateur, le citoyen, et la conformité par rapport aux opérateurs économiques qui l'obtiennent et qui communiquent par rapport à ça. Donc, il y a des ancrages. Est-ce que ça a apporté des résultats sur le terrain déjà ? Écoutez, il faut maintenant, je pense, passer. On a un ancrage juridique. On commence à comprendre, je pense que des acteurs importants comme l'IGDAL Doctrine essayent effectivement et l'administration, parce qu'il y a des systèmes informatifs qui se mettent en place, on n'est pas encore à l'exécution de procédures numériques, on y arrive petit à petit, je pense que c'est un défi pour tous les autres pays, même s'ils ont de l'avance, il ne faut pas le nier. Aujourd'hui, on est vraiment au stade de la mise en œuvre. Donc les 5 prochaines années sont tout à fait déterminantes. Donc il faut être tout à fait vigilant et comprendre qu'il faut également une vision à moyen terme par rapport à ça. Si on prend en considération votre propre expérience, vous êtes en contact avec notamment les investisseurs étrangers qui sont intéressés par le marché algérien dans différents domaines, j'imagine. Donc vous les accompagnez. Alors quelles sont les difficultés auxquelles ils font face et que vous essayez un peu d'atténuer ? Écoutez, si vous prenez par exemple le rapport de la Banque mondiale Doing Business qui fait un petit peu référence dans le monde des affaires pour évaluer les différents climats d'affaires au niveau mondial, malheureusement l'Algérie ne se classe à la 156e place. Donc nous avons contribué, nous, à la rédaction de ce rapport et on a compris un peu quels sont les problèmes à améliorer. Et effectivement, je dirais que tout de suite, l'investisseur est tout à fait sensible à certains signaux et si on lui impose des lourdeurs dans la création de son entreprise, ça va être difficile. Donc on voit, nous, concrètement, dans la pratique, par exemple, des investisseurs qui souhaitent transférer des fonds. Et pour faire cela, ça prend plusieurs jours. Il faut transmettre effectivement des pièces, des documents, légaliser, venir chez le notaire ici, qui n'accepte pas le double, les copies. Bref. Je pense que ça peut prendre combien de temps en moyenne? Alors, 83 jours, c'était le délai effectivement qui apparaissait dans le rapport de la Banque mondiale. Pour la création d'une entreprise. Voilà, alors quelques jours en Tunisie, effectivement. Non, oui, pour la création, pour concrétiser un investissement, en tout cas dans son stade opérationnel, c'est-à-dire à partir du moment où on commence la procédure jusqu'à ce que la société devienne opérationnelle. Et on est loin des performances au niveau méditerranéen. Oui, effectivement, nous sommes présents dans d'autres pays, c'est le cas. Cela dit, il y a quand même eu quelques avancées. Par exemple, il y a quelques procédures en ligne au niveau du ministère du Commerce. On peut déjà demander, déposer la dénomination sociale. C'est bien, prendre de rendez-vous, etc. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, non seulement dans la dématérialisation des procédures, mais surtout aussi dans leur allègement.
Je pense qu'il faut être cohérent avec les objectifs qui nous sont fixés. Très bien. Alors, nous sommes une économie rentière. Jusqu'à tout récemment, le moyen le plus rapide de s'enrichir, c'était le commerce, à travers particulièrement les importations. La baisse des revenus pétroliers a changé la donne. Désormais, il faudra produire, innover, importer beaucoup moins. C'est en tout cas le cap tracé par le gouvernement. Et c'est également l'occasion pour permettre l'émergence d'une nouvelle élite d'investisseurs, de chefs d'entreprise, moins dépendants de la dépense publique et du soutien de l'État. Nazim Sili, alors est-ce que le contexte économique actuel permettra justement l'émergence de cette nouvelle économie? Alors, écoutez, l'ensemble des personnes sur le plateau sont d'accord pour dire que la crise du Covid-19 a certes créé, si vous voulez, une grande détresse dans l'activité économique, une sorte de double choc, un choc de la demande et un choc de l'offre. Mais dans chaque crise, il y a des opportunités. Donc, comme vous l'avez vu à travers le monde, il y a énormément de pays qui ont accéléré, qui ont profité de cette crise du Covid-19 pour accélérer leur numérisation et leur digitalisation. Et je pense que ça peut être le cas, donc c'est peut-être l'opportunité pour l'Algérie, c'est peut-être le moment de pouvoir accélérer cette transformation digitale et de rattraper un peu les quelques années que nous avions perdues. Donc oui, pour moi, il existe des opportunités d'affaires, il existe des secteurs qui sont porteurs, et c'est le discours que nous devons avoir. Vous savez, après, quand on est un chef d'entreprise, un investisseur, c'est une question d'état d'esprit. Soit on décide de voir le verre à moitié vide, et dans ce cas-là, bon, on est attentiste, soit on décide de voir le verre à moitié plein, et dans ce cas-là, on saisit les opportunités. Le contexte, effectivement, économique est assez morose, mais encore une fois, moi, j'estime qu'il y a des opportunités, il y a des possibilités, il faut savoir les détecter, les développer, et surtout s'entourer des bonnes ressources, des ressources humaines, des ressources financières. Et vous savez, il y a certains secteurs d'activité qui sont en train de se restructurer, et c'est peut-être le moment d'investir et de pouvoir prendre des positions et des parts de marché. Très bien. Monsieur Ameri, est-ce que vous les voyez, ces opportunités, vous qui êtes en Algérie, vous êtes investisseur, par rapport à la crise que connaît actuellement le pays, c'est aussi des opportunités. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous pensez qu'il faudra les saisir? On pourra surtout les saisir? On pourra les saisir, certes. En fait, nous avons un challenge, c'est que nous avons une course contre la montre. En fait, nous sommes dans un domaine technologique. La technologie avance. Par contre, nous avons des lourdeurs dans les actions. Eh ben, des projets qui sont d'actualité, qui étaient en actualité en mois de janvier, ils ne sont plus aujourd'hui. C'est que quand on n'avance pas, on recule. Nous, en Algérie, nous avons une lourdeur dans l'exécution des actions. Certes, les opportunités, il y en a beaucoup d'opportunités. Je connais, moi, personnellement, j'ai créé une entreprise en mois de juillet, pendant le confinement, tout simplement, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Exactement, il y avait beaucoup d'opportunités. Nous avons remarqué déjà la faiblesse, bon, on peut dire, je ne peux pas dire une faiblesse, mais déjà il y a une nuance, par exemple, dans certains services, d'accord ? Tout ce qui est delivery, tout ce qui est, par exemple, système d'information au niveau des entreprises. Nous, on parle maintenant, là, on est en train de parler sur des technologies de base qui sont ailleurs de base. Là, maintenant, on est en train de parler de tout ce qui est intelligence artificielle, de tout ce qui est deep learning. Là, maintenant, vous parlez des moteurs de recherche. Là, maintenant, il y a des moteurs de recherche intelligents. Nous sommes en train d'utiliser des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ils ont un moteur de recherche intelligent. Et vous voyez qu'actuellement, le digital, on devra déjà le classer en 3 phases. Est-ce qu'on parle digital, numérisation des documents, l'indexation et l'archivage, ou bien on parle à l'espace collaboratif? Là, on doit intégrer plusieurs acteurs et plusieurs institutions, ou bien carrément, on fait du data science. Dans ce cas-là, on est en train de faire de l'analyse des data. En fait, nous, quand je vois ce découpage, nous, on est en train de parler sur un aspect archivage, médiatisation. Nous avons un générateur de contenu, d'accord, contenu juridique. Mais peut-être qu'il y a aussi un grand retard en la matière. Peut-être, mais quand on va l'Algérie de l'extérieur, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités. Quand on part, par exemple, dans d'autres pays, il suffit d'avoir juste un smartphone. C'est pour cela que ça a été créé. Un smartphone, et là, vous n'avez pas besoin de discuter avec des personnes, vous connaissez l'endroit, vous avez des applications qui vous montrent l'endroit. Si vous voulez par exemple prendre le bus, aller d'un endroit X à un endroit Y, et bien vous avez toutes les informations concernant les bus, les tramways, les heures, etc. Et comment arriver, soit à pied, soit par vélo, par n'importe quel moyen. Là, on voit que c'est certain, c'est ça le digital finalement. Le digital, c'est ça, c'est minimiser l'aspect humain
et rendre une machine intelligente. Et nous, on est très très loin par rapport à ça. On est très très loin par rapport à ça. Donc, est-ce que, Walid Relmi, est-ce que vous subissez tous ces retards, vous qui êtes sur le terrain, ça vous empêche de progresser? Au contraire, vous y voyez des opportunités? Écoutez, moi je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vrai que dans chaque crise, des opportunités. Aujourd'hui, quand on voit les lacunes que nous avons, du moins pour l'Algérie, où nous, en tant que contribuables ou entreprises ou jeunes start-up, on essaie d'avancer. Du moins, c'est une question de mindset. Après, bien évidemment, tout est une question d'état d'esprit. Voilà, c'est une question d'état d'esprit. Après, tout est une question de volonté. Moi, je trouve qu'il y a de très bonnes compétences en Algérie. Je trouve qu'il y a des investisseurs qui font de très belles choses. Il y a des entrepreneurs qui sont dans la tech, dans le digital, qui numérisent plein d'aspects de notre vie courante, parce qu'il faut le dire, la numérisation, ça touche plusieurs services et englobe, est très macro comme mot. Il est important de savoir que la numérisation, ça touche donc déjà l'humain, donc tout ce qui est service public, rendre accessible la donnée, bien évidemment, ça touche aussi les institutions, donc dans leur organisation, et ça touche aussi bien évidemment tout l'aspect économique, industriel, parce que la numérisation, c'est aussi la numérisation des industries, les rendre plus intelligentes, donc c'est très très macro. Moi je pense qu'il est préférable de commencer par le commencement, de commencer au niveau local, parce que vous savez que réaliser de beaux projets et avoir de bonnes idées, c'est très bien. Cependant, il faut que ces projets-là soient bien évidemment en accord avec ce qui est... ça existe sur le terrain. Exactement, bien évidemment. Et bien évidemment, sans oublier, il faut avoir aussi... Qu'est-ce qu'il faudra numériser en priorité, justement? Parce qu'on parle de numériser, dans l'absolu, qu'est-ce qu'il faudra numériser en priorité? Écoutez, déjà, l'éducation, la justice, la numérisation de la justice est importante, la santé. Tout ce qui est service administratif. Tout ce qui est service administratif, rendre plus accessible. Bon, en fait, c'est une approche transversale, c'est-à-dire que tous les secteurs doivent évoluer au même moment. Tout à fait, je pense que... Yannick Belbachir. Oui, la numérisation tout à fait de la justice, il y a un texte qui est tout à fait clair par rapport à ça, la réforme de 2005 sur la justice, qui prévoyait justement pas mal de réformes, et l'introduction de dématérialisation de procédures, des notifications effectivement par voie télématique, des audiences aussi par vidéoconférence, la même chose pour les marchés publics par ailleurs, avec les préconisations de l'OCDE pour mettre en place, c'est le cas en Tunisie, une obligation depuis 2018 de soumettre numériquement les offres dans le cas de passation de marché. Donc là aussi, ça pourrait favoriser, je pense, ces solutions-là pourraient favoriser la transparence, l'égalité justement face à la commande publique, et aussi une réduction des coûts, des délais, une meilleure gestion, justement dans une situation où nous sommes dans la rationalisation de la commande publique et de la dépense, en tout cas. Très bien. Quand on parle de résistance face au changement, face à la numérisation, est-ce que cette résistance est le propre de l'administration ou c'est un peu plus complexe? Par exemple, on prend l'exemple de tout ce qui est financier, la politique. Le gouvernement annonce que les banques doivent s'impliquer pour un peu distribuer plus peut-être de TPE, mais de l'autre côté, les commerçants résistent à ce changement, donc on n'est pas dans l'administration, on est dans le comportement des agents économiques, et puis aussi les consommateurs qui ne sont pas peut-être encore enclins à utiliser la carte de paiement. Donc c'est un ensemble, la résistance ne concerne pas seulement l'administration. Oui, effectivement, mais je pense que comme la révolution Internet, etc., ça se fera par la force des choses. Donc plutôt que ça se fasse avec le meilleur des cadres juridiques possible. Je pense qu'il y a effectivement des réticences probablement de la part de l'administration, certes, qui plus est justement à déléguer certaines tâches à des opérateurs. Mais pas que. Ouais, pas que, voilà. Il y a aussi un problème de formation, je pense. Je pense qu'il faut aussi former, comprendre de nouvelles technologies. Voilà, peut-être là aussi. C'est pour ça que la jeunesse a un rôle tout à fait important dans l'administration, je pense, du futur en Algérie. En tout cas, on le souhaite. Je sens que M. Amir, à notre avis, n'est pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord, tout simplement parce que l'être humain évolue. Et là, nous sommes en train de vivre, on est tous des Algériens, et on voit que les gens actuellement ils trouvent des solutions contre le paiement électronique. Les gens vont sur les réseaux sociaux, d'accord, ils proposent leurs services sur les réseaux sociaux, ils arrivent à créer un pseudo
commerce électronique. D'accord. Parlant de digitalisation, vous me permettez, il y a un travail qui a été fait au niveau du gouvernement concernant tout ce qui est permis biométrique, carte d'identité biométrique, mais on n'a pas de lecteur. Quand vous partez chez une banque, par exemple, bien dans une institution, et on vous demande de faire une photocopie d'un permis biométrique. Moi, quand je pars dans une supérette, j'ai le lecteur qui lit ma carte d'abonné. Et ben, on a investi dans les cartes et on n'a pas investi dans les lecteurs. C'est comme si que nous avons deux groupes qui travaillent. Un groupe qui pense et un groupe qui prend son temps pour exécuter ce qui a été pensé. C'est l'impression que nous avons. Exactement, c'est l'impression que nous avons. Effectivement, il y a des textes qui sont clairs par rapport à l'obligation d'avoir des terminals de paiement électronique. C'était le cas. Il y avait une obligation qui devait rentrer en vigueur le 1er janvier et ça a été repoussé pour une énième fois. Donc il y a des réticences, il y a des textes, effectivement. Il y a l'obligation aussi de mettre des plateformes de paiement en ligne pour les opérateurs, en tout cas les e-fournisseurs dans le cadre de e-commerce. Ce n'est pas le cas. Donc, le cadre juridique est là et effectivement sur le terrain malheureusement il n'est pas encore tout à fait appliqué. Donc il faut également que les organes de contrôle veillent à cela aussi. Mais je pense que par la nécessité des choses, par la modernisation du capital et de manière générale de l'économie en Algérie, par des nouveaux procédés qui arrivent, on sera dans l'obligation. Très bien. Nazim Sini, toujours à partir de Marseille, vous êtes toujours avec nous. Alors la crise, oui. Très bien. Alors la crise sanitaire s'est transformée également en une véritable aubaine pour les acteurs du numérique. On a vu sur la bourse, les big data, ils ont pu engranger de l'argent fou durant cette période. Alors comment l'Algérie pourrait en fait bénéficier de cette aubaine pour le secteur du numérique? Écoutez, ça ne vous a pas échappé que les grands noms du secteur du numérique sont tous américains, ce qu'on appelle les fameux GAFA ou les NATU, ou sont d'origine chinoise, les BATX. Donc moi je pense que pour que l'Algérie puisse, si vous voulez, profiter du numérique, il faut qu'elle crée ses propres champions. Et c'est un sujet aussi qui est d'actualité même en Europe. En Europe aujourd'hui, il n'existe pas un moteur de recherche qui est capable de concurrencer le numéro 1 mondial que vous connaissez tous. Et ben en Algérie, je pense qu'il serait temps que l'on puisse travailler tous ensemble, que ce soit les acteurs publics, les acteurs privés, et puis aussi les investisseurs que nous avons localement, à l'émergence de champions nationaux qui vont d'abord asseoir leur notoriété et leur savoir-faire au niveau local, et puis qui vont ensuite attaquer le marché africain et pourquoi pas le marché international. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous l'avez vu que la crise du Covid-19 a eu un impact positif en Algérie, puisque chez nous, le télétravail, enfin du moins en Algérie, le télétravail n'était pas, on va dire, un mode de collaboration qui était depuis l'année dernière. Aujourd'hui, on parle dans les entreprises de télétravail. Pareil, on utilise de plus en plus de solutions d'application, notamment pour de la mobilité. On utilise aussi de plus en plus de e-payment. J'ai noté que les paiements en ligne ont presque quadruplé en l'espace d'un an. C'est bien, et je voulais rebondir un peu à ce qui a été dit sur votre plateau, que si vous voulez, le consommateur algérien, les opérateurs économiques algériens sont en train de prendre la mesure de la vague numérique qui est en train aussi de nous toucher dans notre pays. Et il va y avoir ces changements d'habitude dans notre consommation, dans notre façon d'entreprendre. Et moi, je suis persuadé qu'on va profiter de ce virage numérique. Mais pour ça, encore une fois, je reviens à ce que je dis au départ, il faut qu'on ait deux choses importantes que sont des infrastructures de qualité, mais aussi un cadre légal qui puisse faire émerger nos champions de demain. Très bien, merci Nazim Sini. Alors, vous avez parlé justement de cette transformation opérée un peu de force à cause du Covid. Nous avons observé aussi en Algérie des changements de comportement, notamment de la part des consommateurs. On a vu un peu un grand intérêt, notamment de jeunes porteurs de projets pour le commerce en ligne, certains qui étaient déjà sur le marché pour qui ça a beaucoup mieux marché. Alors, d'après votre un peu connaissance du terrain et du domaine des jeunes start-upers, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens autour de vous qui se sont lancés durant cette période ou qui ont fait du bon chiffre?
Alors oui, quand on voit les entrepreneurs qui sont dans le digital et dans la facilitation des services, effectivement, il y a eu beaucoup de demandes durant cette période, durant cette période de pandémie. énorme durant cette pandémie, comme on vient d'expliquer. Durant la pandémie, au mois de mars, quand ça a commencé, du moins chez nous, c'était un affolement énorme. On ne pouvait plus partir au travail, on ne pouvait plus travailler tous ensemble, on ne pouvait plus faire de réunions. Donc les gens se sont mis à travailler sur des plateformes. Et heureusement que ces plateformes-là existaient. Et d'autres ont essayé, bien évidemment, d'en créer pour répondre à ces demandes. L'enjeu était là. Je pense qu'il y a une certaine compréhension de l'importance du digital qui est né, donc de manière générale, du point de vue institutionnel ou chez les opérateurs ou chez les citoyens. On a parlé de résistance, c'est normal. Moi, je ne connais pas un pays qui n'a pas résisté au changement et cette vague du numérique. Aujourd'hui, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus un choix. On doit y aller et le faire bien. Donc après, bien évidemment, collecter les meilleures compétences en Algérie ou à l'extérieur, c'est un sujet, c'est un débat, mais bien évidemment y aller. Voilà. Très bien. Mais pour nous, de toutes les manières, en tout cas, on l'a bien vu avec Legal Doctrine, nous, on donnait l'accès à l'information juridique et c'était assez important pour les utilisateurs de pouvoir accéder et d'être informés de l'information et de l'actualisation du droit pendant cette période. C'était un moyen quand même qui était important pour eux durant cette période. Nous avons remarqué aussi que durant cette période de pandémie, les entreprises qui étaient dans le commerce en ligne, bon, elles ont dû s'adapter, malheureusement, face au retard cumulé dans le domaine des finances. Il n'est pas encore tout à fait possible, pour beaucoup en tout cas, d'effectuer leurs achats en ligne, bien que les plateformes existent, et de payer directement en ligne. Alors justement, cet aspect-là du retard qu'accuse le système bancaire et financier sur le terrain pour les entrepreneurs qui sont dans le commerce en ligne, qui sont dans la numérisation, qu'est-ce que ça leur cause comme tort de ne pas pouvoir effectuer tout ce qui est démarche financière en ligne? Évidemment, justement, une réduction du nombre des transactions. Effectivement, je problème pense de recouvrement, peut-être oui, aussi de recouvrement. Je vous rappelle, il y a une obligation de mettre en place, d'offrir aux e-consommateurs des moyens de paiement électronique, c'est clair. Et je pense que je n'ai pas les chiffres, mais pour ma connaissance, la grande majorité, effectivement, des transactions sont réglées via e-commerce, en espèces, lors de la livraison. L'espèce domine toujours. Voilà, l'espèce domine toujours. Donc je pense que, de toute manière, sera voué à changer, on a bien compris. Et le Covid-19, là aussi, va forcer les choses, même pour les opérateurs économiques. On a vu, comme le disait justement notre ami de Marseille, il n'y avait pas de réglementation sur le télétravail, ce qui a posé des problèmes. Pareil pour les visioconférences, pour la gouvernance des entreprises, donc pas possibilité de faire des assemblées générales, des problèmes au niveau de notification des contrats, comment notifier la force majeure, quelle est la force probante de la notification des documents commerciaux. On a vu des épisodes même de navires comme le Lefty qui avait été effectivement bloqué par rapport à ça. Donc nous sommes dans l'obligation, les opérateurs effectivement économiques, de recourir à des techniques numériques pour aussi la conservation de leurs documents. Donc, même s'il n'y a pas une loi sur l'archivage en Algérie, vous savez qu'il y a une obligation légale d'archiver, de stocker des documents comptables, au moins pour 10 ans, ce qui concerne par exemple les livres fiscaux ou bien encore les factures commerciales. Ça nécessite de l'espace, du stockage, etc. La même chose pour les contrats, 15 ans, la prescription en matière commerciale, c'est 15 ans. Donc tout ça, effectivement, il faut là aussi passer à une vitesse supérieure. Et il n'y a pas encore véritablement de sociétés qui font ça en Algérie. Ce qui pourrait justement, là aussi, il y a des opportunités à saisir pour les start-up. Parce que là, on est en plein dans l'innovation, effectivement. Monsieur Améry, alors le paiement en ligne pourrait être la réponse à beaucoup de problèmes que connaît l'opérateur algérien sur le terrain, y compris pour l'État, parce qu'il y aura plus de traçabilité. Exactement. Ça sera plus simple pour absorber le cash également. Moi, je pense que le problème n'est pas technologique. Parce que là, actuellement, on est en train de parler résistance, mais écoutez, on est en train de parler sur un vécu. Dans ce cas-là, ce qu'on est en train de vivre, c'est un vécu pour certains pays. Là, on est en train de parler digital, c'est comme ça qu'on vient de le découvrir, quoi. Mais dans certains pays voisins, même ailleurs, c'est que c'est une vie qui a été déjà montré ses résultats. Et il suffit juste d'appliquer ce qui a été fait.
Donc pour au moins récupérer le retard. C'est qu'on ne va pas inventer le fil à couper le beurre, quoi. C'est qu'on est en train de parler digital, mais, et parler résistance, mais il y a des choses qui se sont imposées, qui s'imposent de nature. Et bien, il ne faut pas résister juste pour résister. Et bien là, vous parlez par exemple du paiement électronique. Ça, c'est un sujet qui traîne depuis 2010. On sait plus. Moi, je sais que ce n'est pas un problème technologique parce qu'au pire des cas, on peut technologie, acheter. on la maîtrise. Voilà, on la maîtrise, on peut l'acheter. Juridique. Au pire des cas, on peut l'acheter. Est-ce que c'est juridique? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté en interne? Non, on ne sait plus. On ne sait pas. Là, vous parlez par exemple des startups. On parle startup, certes, mais par définition, la startup déjà, elle a beaucoup de pourcentage de pertes parce qu'on parle d'innovation. Peu de startups réussissent. Et ça, il faut le mettre en place. Parmi les raisons, justement, c'est l'absence, justement, le peu de développement. Voilà, il y a déjà l'absence d'accompagnement. Il y a l'absence d'accompagnement. Là, on parle digital. Dans le digital, il n'y a pas que, par exemple, un digital sur les réseaux sociaux. Il y a, par exemple, le banking digital, nous avons le RH digital, nous avons pas mal de secteurs. Et là aujourd'hui, nous n'avons pas vu, par exemple, un target. Nous n'avons pas vu, par exemple, une vision claire. Voilà là où on veut aller, d'accord? Et voilà les secteurs qu'on souhaiterait. Parce que c'est vrai, c'est qu'on ne peut pas faire tous les secteurs en même temps. Ça n'a aucun sens. Il faudrait déjà cartographier les secteurs qu'on souhaiterait mettre en place. Si on parle avec les juristes, ils vont nous dire, effectivement, le service juridique, c'est le premier. Si on parle avec les médecins, ils vont dire, écoutez, c'est le secteur médical, c'est le premier. Il faudra déjà cartographier bien les secteurs à digitaliser. Après le reste, vient seul. Et tout simplement, c'est par rapport à ça. Très bien. Monsieur Sini, vous êtes toujours avec nous. Alors je pose cette question. Oui. Voilà, très bien. Alors, comment les Algériens issus de l'immigration, la diaspora algérienne, pourraient participer à aider l'Algérie à rattraper son retard dans le domaine du numérique? Je sais qu'il y a des initiatives qui sont souvent entreprises, notamment par vous, à travers le groupement des acteurs du numérique. Écoutez, tout d'abord, il faut savoir que les Algériens, notre communauté nationale qui vit à l'étranger, possèdent des compétences extraordinaires, surtout en matière de numérique. Nous en connaissons certains qui travaillent à Silicon Valley, d'autres qui travaillent pour la French Tech, d'autres qui travaillent également dans des grandes entreprises allemandes. Et l'objectif, ça serait de répertorier, j'ai parlé tout à l'heure d'identification, ça serait de répertorier ces compétences-là et puis de les inciter à venir faire profiter l'Algérie. Je pense qu'on devrait commencer par là. Et puis vous savez, je pense aussi que tout à l'heure j'entendais on parlait de target. C'est un mot intéressant parce que moi je pense qu'il faudrait qu'on incite la diaspora algérienne à justement investir dans son pays d'origine, notamment en Algérie, dans des projets, on va dire, ciblés, des projets locaux. Et c'est ce que nous avons essayé de faire en créant notamment une plateforme qui s'appelle Ninvesti, qui est une plateforme de crowdfunding transfrontalier. Et l'objectif que l'on poursuivait, c'était de pouvoir, si vous voulez, récupérer l'épargne de la diaspora et de pouvoir la transférer vers les besoins de projets des startups algériennes. Donc je pense que notre diaspora a un vrai rôle à jouer. Maintenant, c'est de définir les modalités de ce rôle-là. Donc, c'est soit inciter les compétences algériennes à rentrer au pays, ou soit tout simplement tenter de créer, si vous voulez, une sorte de pont qui permettrait de transférer de la devise vers l'Algérie et vers surtout des projets ciblés. Justement, que doivent faire les pouvoirs publics à partir de l'Algérie pour inciter cette diaspora à venir participer au développement du pays, notamment dans le numérique? Quelles sont les attentes de cette diaspora vis-à-vis des pouvoirs publics en Algérie? Tout simplement avoir des facilitations administratives, financières. Quand vous avez par exemple deux taux de change. Nous avons un petit problème technique. Nous reviendrons vers vous, Monsieur Sini. Alors, je voudrais passer à une autre question avec vous. Monsieur Radmi, à la tête de Legal Doctrine. Dites-nous, alors on vient d'entendre un représentant un peu de la diaspora algérienne à l'étranger qui a parlé de cet apport extraordinaire qu'on pourrait faire jouer pour avancer un peu tout ce qui est numérique
pour faire participer la numérisation au développement économique. Vous-même, est-ce que vous avez fait appel à des compétences algériennes installées à l'étranger qui sont venues, qui vous ont aidé? Alors, non, parce que j'en ai pas eu besoin. Très bien. J'ai trouvé la compétence, mais j'aurais pas hésité à le faire. Effectivement, je le rejoins parfaitement. Il y a des compétences et on devrait faire appel à ces expériences issues de l'étranger. Cette diaspora qui a fait ses preuves à l'étranger depuis maintenant plusieurs années, soit à la Silicon Valley ou autre, pour bien évidemment aider bien évidemment et accompagner ce développement, soit en investissant, soit en partageant leur expérience. Hein. Ça peut être de plusieurs natures. Et pour cela, les accompagner et les aider il faut leur donner envie de venir, c'est tout. C'est le premier point important. Très bien. Je pense que nous venons de récupérer Monsieur Sini. Vous êtes avec nous? Oui. Super. En fait, j'ai envie de savoir, concernant ce que vous venez de dire, ce qu'attendent les Algériens issus de l'immigration de la part des autorités pour venir en Algérie. Et vous êtes aussi économiste, et je voudrais avoir votre avis sur la situation que connaît actuellement le pays, avec la baisse des revenus pétroliers, le ralentissement économique à cause du Covid. Est-ce que le changement pour un pays comme l'Algérie va s'imposer de lui-même? Ah oui, il va s'imposer de lui-même, mais de toute manière, j'allais vous dire, nous n'avons pas le choix, parce que de toute manière, on ne peut pas reposer l'ensemble de nos recettes fiscales et les recettes du budget de l'État sur la rente pétrolière, parce que de toute manière, ce sont des recettes qui sont très aléatoires. Personne ne peut prédire les prix du baril du pétrole à 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc je pense que nous devons absolument mener les réformes, d'abord conjoncturelles, mais aussi structurelles, pour diversifier notre économie. Mais vous savez, si on observe un peu la cartographie de l'économie algérienne, nous avons un tissu industriel qui est un peu décousu. C'est-à-dire que l'ensemble de nos entreprises travaillent en silo et n'existe pas encore véritablement d'écosystème industriel dans lequel on aurait une zone où on aurait des donneurs d'ordre, des sous-traitants, des distributeurs, etc. Et il faudrait qu'on puisse créer la même chose dans le domaine du c'est-à-dire des écosystèmes, la recherche universitaire qui pourrait travailler avec des services du ministère, avec des acteurs privés, mais aussi des groupes publics ou privés. Et c'est là la valeur ajoutée, et c'est là où on va pouvoir amener notre transformation numérique, mais aussi industrielle, parce qu'il ne faut pas que l'on cible entièrement. Si on arrive à générer 5 ou 10% de notre PIB avec le numérique, ça serait extraordinaire. Mais il faut aussi qu'on développe les autres secteurs d'activité, que sont, je vous l'ai dit, l'agriculture. Je pense notamment à l'industrie automobile, je pense aussi à l'industrie manufacturière. Activités qui sont créateurs d'emplois, créateurs de valeur. Merci Nazim Sini. Voilà, c'était la dernière intervention de cette émission. Merci à Nazim Sini qui répondait à nos questions à partir de la France. Je rappelle que vous êtes enseignant universitaire à Marseille. Et je remercie également nos autres invités. Notre deuxième invité, Rachid Amiri, spécialiste du numérique. Vous dirigez un cabinet de conseil pour les investisseurs. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir participé à ce débat. Walid Renmi, fondateur de Legal Doctrine, une start-up devenue aujourd'hui une grande entreprise. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à Yanil Belbachir. Je vous rappelle que vous êtes à la tête d'un cabinet de conseil juridique Fares Legal. Merci également d'avoir été avec nous. Je remercie également nos téléspectateurs d'avoir suivi ce débat et je vous dis à la semaine prochaine. Restez-nous fidèles sur Canal Algérie.